l'heure de votre journal d'actualité. Yorana, merci d'être au rendez-vous. À la une, ce soir, une pluie de coups pour un téléphone. Un sexagénaire a été victime d'une agression samedi soir à FAA. Une agression de plus dans la rue, mais difficile de lutter contre ces violences gratuites. Les radiations sont-elles plus importantes depuis la mise en place du répertoire électoral unique? Non, mais vous verrez que certains électeurs sont tout de même parfois victimes d'une radiation infondée. Des recours sont possibles le jour du scrutin. Après 2 ans de Covid et d'échanges à distance, les parlementaires de l'Assemblée de la francophonie se retrouvent. Au programme de cette réunion, la jeunesse, la place des femmes dans les régimes parlementaires ou encore le bien-être des élèves à l'école. On en parle avec notre invité François Drouin, est député canadien et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et tout au long de cette semaine, nous découvrirons la vie des habitants de Ahé dans notre Haïfinois. On commence avec la pêche au village et elle se pratique en communauté. C'est une énième agression qui ne laisse personne indifférent. Joseph Ter-Ihawé a vu sa vie basculer le 16 avril au soir. Cette nuit-là, le sexagénaire rentre chez lui à pied avant de se faire agresser par une bande de jeunes à vélo. Il s'en sort avec 8 jours d'interruption temporaire de travail. Inacio Raveino et Sandro Lee l'ont rencontré. Derrière ses lunettes de soleil, les stigmates de l'agression dont il a été victime. Joseph, 61 ans, se fait passer à tabac en revenant vers FAA à pied depuis Papeete. Il se retrouve avec 11 points de suture. Il est venu par l'arrière, comme si silencieux le vélo électrique. On n'entend rien, on n'entend pas. Et maintenant, il est venu par derrière, il m'a tapé par le nuque. Je me suis tombé sur le genou, sur l'épaule, et ça m'a terminé. Une mésaventure qu'il raconte sur les réseaux sociaux, un post qui totalise désormais plus de 350 commentaires et plus d'1 millier de réactions. Pour sa fille qui vit avec lui, c'est l'indignation. C'est vraiment dégueulasse. Hein? Pourquoi il s'est comporté comme ça? Pourquoi il s'est comporté comme ça? Si c'était ses parents, hein? Moi je viens, je taperais ses parents, est-ce qu'ils seraient contents? Ça fait mal, hein? Tu vois, je suis toute seule comme enfant, hein? C'est la première fois que cet habitant de FAA se fait agresser sur un trajet qu'il connaît comme sa poche. Et depuis sa sortie de l'hôpital, Joseph doit composer avec une toute nouvelle routine. Ça, c'est pour me calmer un peu la douleur derrière la nuque. Antibiotiques pour avoir les enfouissures là pour calmer tout ça. À la brigade de la police municipale de FAA, c'est l'indignation. Ce genre de violence est en fait très rare, selon Ari Inui Tarahu. C'est vrai que c'est un cas qui interpelle. Hein? C'est un cas qui interpelle. Donc tous les pouvoirs publics, police municipale, gendarmerie, sont sur le coup pour justement essayer d'interpeller le ou les auteurs de cette agression de façon à stopper ça dès le début. Une agression qui a eu lieu sur cette portion de route. Les enquêteurs comptent entre autres sur les images de cette caméra de surveillance pour en identifier les principaux protagonistes. Ce sera finalement le 20 septembre prochain que Gaston Flosse sera jugé pour inscription indue sur une liste électorale par déclaration frauduleuse ou faux certificat. En l'absence des intéressés, le tribunal correctionnel a renvoyé le dossier. Lors des dernières municipales, la justice soupçonne Gaston Flosse et sa compagne Pascal Haïti, qui est candidate aux législatives, d'avoir fourni un bail frauduleux pour justifier d'un domicile à Papeete et donc de s'inscrire sur les listes électorales. On écoute l'avocat de la mairie de Papeete, Maître Dominique Bourrion. Il répond à Natacha Silagi et Marcel Bonneau. C'est un bail de complaisance, ce n'est pas un bail réel, c'est un bail qui permettait de s'inscrire sur les listes électorales. Il y avait un but particulier, ce bail, ce n'était pas juste un document comme ça, c'est un document qui avait une conséquence juridique. C'est celle de la possibilité de s'inscrire à Papeete en invoquant le fait que M. Flosse était résident à Papeete, ce qui n'était pas le cas. Raymond Waller, à qui il est reproché d'avoir produit le bail du studio de 15 mètres carrés, est poursuivi pour faux et usage de faux. Place tout de suite à notre rubrique consacrée à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel annule le scrutin à Fakarava à cause d'une erreur matérielle.
Un tract a été agrafé à certaines enveloppes adressées à chaque électeur contenant les déclarations des candidats et les bulletins de vote à leur nom. Alors les 635 suffrages exprimés sont annulés purement et simplement et on ne refera pas le premier tour. Etienne Marot, le maire, répond à Abinirate Matahutwa. Il y avait une petite erreur qu'on a distribué les enveloppes avec une petite tract. Ça a été agrafé là-dessus. Donc du coup, il y avait une plainte bien de nos administrés. Je pense qu'il a bien reçu, il a bien reçu les plaintes. Donc maintenant, le Conseil constitutionnel a une décision d'annuler la totalité des résultats de la commune de Fagara. En tant que maire, vous n'aviez pas contrôlé la situation juste avant le premier tour? Si, j'ai contrôlé au début, c'est-à-dire le premier jour qu'on a distribué, tout va bien, il n'y a pas de tract qui va avec. Donc après, tu sais qu'en Fakarawa, c'est grand quand même, donc il faut mettre 2 jours. Peut-être au deuxième jour, je n'ai pas fait plus attention, j'ai confiance les autres. Donc à ce moment-là, peut-être ils ont agrafé les tracts sur les enveloppes. La juridiction a donc rendu public les résultats définitifs du scrutin et a officialisé l'annulation du vote marqué par des irrégularités dans 18 communes en France, dont celle d'Etouamotu. Et si 69% des Polynésiens ont décidé de s'abstenir de voter, d'autres auraient bien aimé le faire, mais n'ont pas pu en raison d'un dysfonctionnement. Selon le Parisien qui cite l'INSEE, 226 000 électeurs ont été radiés des listes électorales au motif d'une perte d'attache communale. En Polynésie, ces radiations sont très marginales par rapport aux radiations d'office. Si elles sont le plus souvent injustifiées, certaines restent inexpliquées. Les détails avec Cybèle Plichard et Nicolas Suy. Sylvain Lebellec est installé depuis 7 ans à Tahiti, dont 6 à Mahina. Ce charpentier avait déjà voté en 2017 et comptait bien à nouveau accomplir son devoir de citoyen en 2022. Sauf que, surprise, lors du premier tour de la présidentielle, il n'apparaissait plus sur les listes. Surpris d'abord, très déçu ensuite, parce que pour moi, le premier tour, c'était le plus important. Et puis, de l'incompréhension et j'avoue un peu de colère, parce qu'il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre. Sylvain fait donc partie des 8 742 personnes radiées des listes électorales polynésiennes depuis 1 an. Si la radiation est injustifiée, les électeurs ont la possibilité de faire appel au tribunal via leur commune. J'en ai eu à traiter lors du premier tour des présidentielles des personnes à qui on a appliqué le règlement avec un dépôt d'autorisation d'inscription auprès du procureur. Et ça se fait assez rapidement. Pas si rapide pour Sylvain, qu'on avait envoyé à Faa'a le jour du vote, son ancienne commune de résidence. Finalement, après 10 jours de démarches administratives, il est enfin soulagé. On a transmis tous les justificatifs auprès du procureur et aujourd'hui on a reçu l'ordonnance de l'inscrire sur la liste électorale de Mahina. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être un peu oublié et trahi. Bon, c'est un peu fort, oublié et trahi, mais voilà, c'est un peu surprenant. On dit non, je peux pas jouer. Voilà. Inscription en doublon, changement d'adresse, décès, le répertoire électoral unique mis en place en 2019 génère automatiquement les radiations. 7,9% des inscrits sur le territoire national, 4,3% en Polynésie. Rien d'alarmant pour le directeur de l'ISPF, même si quelques couacs peuvent subsister. Par exemple, la personne qui était inscrite sur une liste, ce n'était pas le même prénom que sur sa carte d'identité, ou en tout cas de la façon dont elle était inscrite au répertoire des personnes. Ça peut être aussi, ça avait été un endroit où elle avait une boîte postale, et finalement ça a été rapporté à sa boîte postale alors qu'elle habite ailleurs. Chaque année, côté ISPF, on fait remonter à l'INSEE qui gère le répertoire, et ça se corrige petit à petit. Européenne, municipale, présidentielle, de scrutin en scrutin, le répertoire s'affine. Et pour toute radiation infondée, une permanence du tribunal de première instance est ouverte chaque jour d'élection. Que peut faire et dire un président en période électorale? La question agite l'arène politique et plus particulièrement le Rassemblement national Polynésie. Le groupe dénonce une prise de position d'Edouard Fritsch en pleine campagne, lui qui soutient Emmanuel Macron. Selon Éric Minardi, le score obtenu par le président sortant n'est pas exceptionnel, contrairement aux voix obtenues par Marine Le Pen, au regard des moyens utilisés pour convaincre les électeurs. Le premier a obtenu plus de 40% des suffrages, près de 20% pour la seconde. Le président du Ténati est interrogé par Nicolas Suy.
Quand on a 40% de 30% d'électeurs, ça fait 24 000 voix. Avec les moyens qui sont mis en place, les moyens donc, du gouvernement, c'est 100 fois plus que ce que nous avons nous. Donc il y a une disproportion qui est pas très, très juste, mais je n'en serais pas fier. Je ne serais pas fier avec 24 000 voix, même si c'est le double des nôtres. Mais nous n'avons aucun grand parti qui nous soutient. Nous n'avons pas de structure dans les îles et autres. Donc non, il faudrait quand même que ce gouvernement reste neutre, et je pense que les gens iraient beaucoup plus voter. Éric Minardi qui appelle également à la mobilisation pour le second tour. Il sera l'invité café de la matinale radio demain matin. Pour clore ce chapitre, sachez que le débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sera diffusé en direct demain matin sur notre antenne à partir de 8h40. C'est une première. Une trentaine de parlementaires francophones du monde entier sont en Polynésie pour une semaine. Vous ne le savez peut-être pas, mais 90 pays sont représentés au sein de l'Assemblée parlementaire francophone. Ils ont été accueillis ce matin à l'Assemblée. Alors, les travaux peuvent démarrer. Natacha Silagi, Marcel Bonneau. C'est la poignée de main qui fait du bien, celle qui met fin aux 2 ans de Covid et aux échanges par visioconférence. Qu'ils viennent de Suisse, de Belgique, du Canada, du Gabon ou du Pacifique, tous les conseillers représentants députés ou sénateurs francophones ont répondu à l'appel polynésien. Échanger pour se retrouver et construire ensemble. Ça fait du bien, ouais. C'est notre première rencontre physique depuis un moment, depuis 2 ans je crois. Donc ça fait du bien de revoir, de continuer à partager en vrai, en réel et d'arrêter la visio. On se sent moins seul d'un coup. Au menu des rencontres, la place des femmes au sein des régimes parlementaires ou comment les encourager dans leurs ambitions. Il y a des efforts qui sont déployés, mais comme les préoccupations sont internationales, nous voulons simplement que les mêmes chances soient données sur l'ensemble des pays pour que la femme, qui est ce vecteur clé du développement et en tant qu'agent du développement, puisse participer pleinement à l'essor économique, social, culturel et politique de son pays. La Polynésie, terre d'accueil de la francophonie, une première. Cela nous réconforte au beau milieu du Pacifique, dixit le président Édouard Fritsch. Nous sommes présents ici pour défendre bien sûr l'aspect, la spécificité polynésienne ou pacifique des problèmes qui se posent aux jeunes, aux femmes et d'une manière générale à l'éducation. Et comment faire pour que les jeunes s'engagent davantage en politique? Autre question qui sera posée, comme celle essentielle de l'éducation en cas de crise sanitaire ou de conflit mondial. On a tous vu dans tous nos pays que lorsqu'il y a eu les premiers confinements en 2020, l'école a dû fermer et souvent sans les moyens pour continuer l'enseignement. Et tous les pays ont cherché des solutions. Notre idée maintenant, grâce au réseau de la francophonie, c'est de mettre toutes ces bonnes idées ensemble, sur la table, de les partager, d'apprendre tous de nos erreurs, mais aussi de nos réussites, pour avancer et être prêts pour les prochaines fois. C'est avec plaisir que je participe ici, en Polynésie française, aux réunions intersessionnelles de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les débats sont ouverts, les visites sur le terrain aussi, pour mieux comprendre les problématiques parlementaires ici, en Polynésie. La prochaine Assemblée des parlementaires francophones se tiendra au mois de juillet en Afrique. Nous accueillons à présent notre invité Francis Drouin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Polynésie la première. Alors, première question. Pour nombre de Polynésiens, l'Assemblée parlementaire de la francophonie est une institution très abstraite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce soir en quoi cette institution est importante, notamment pour la Polynésie? Oui, mais je crois que c'est important, même si on est dans une région pacifique, de bâtir des ponts entre les pays francophones. Et je peux comprendre aussi qu'un citoyen peut se poser la question pourquoi on échange des idées. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, la diplomatie parlementaire est importante. Il y a des enjeux qui, comme le Canada, moi je suis un parlementaire canadien. Par exemple, j'apprends beaucoup sur la Polynésie et les efforts de conservation. Il y a des idées que je peux ramener dans mon pays et je pense que la présentielle est tellement importante pour pouvoir non seulement avoir les discussions formelles, mais aussi les discussions informelles entre parlementaires. Alors justement, l'objectif est donc d'échanger et d'apprendre des expériences des uns et des autres sur la représentativité homme-femme, par exemple, au sein des institutions
Le Canada n'est pas un exemple à suivre en la matière, contrairement à la Polynésie où les femmes sont majoritaires à l'Assemblée. Sur 338 députés à la Chambre des communes, on compte seulement 99 femmes contre 238 hommes. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de la Polynésie sur ce point? Mais je crois que la Polynésie a 52% des femmes qui sont représentatives au Parlement. Le Canada n'a pas de loi qui légifère et mandate des femmes au Parlement. Par contre, le cabinet des ministres est à parité, mais le travail se fait dans les partis politiques. Le travail se fait en développement des programmes d'éducation. Je sais que l'APF, par exemple, a un programme de leadership au sein pour permettre à des femmes à apprendre comment naviguer les systèmes parlementaires, comment développer ses aptitudes. Et je crois que l'APF a un grand rôle à jouer et la Polynésie a des leçons à donner peut-être à d'autres pays. Vous en retiendrez certainement. Vous parlez de convaincre les femmes, mais il y a aussi les jeunes. Comment les convaincre de s'engager et d'assumer une fonction politique? Oui, mais vous voyez, le réseau des femmes, par exemple, cette année célèbre le 20e anniversaire parce que des femmes se sont impliquées. Le réseau des jeunes, lorsque moi j'ai commencé en 2015, n'existait pas au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Aujourd'hui, on a un réseau des jeunes parce que les jeunes parlementaires veulent s'impliquer. Donc, on explore les questions, quelles sont les barrières, pourquoi que les populations, les jeunes parlementaires ne peuvent pas s'impliquer ou pourquoi qu'un jeune ne veut pas se présenter en politique. Et si j'ai un message à passer, les jeunes, impliquez-vous, c'est important. Il faudrait être bon, notamment pour les convaincre. Merci beaucoup, Merci Francis Drouin, d'avoir été notre invité ce soir. Je vous rappelle que la Polynésie est le 88e membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie depuis 2019. Et à la demande de la Polynésie, un séminaire sur le changement climatique et le développement durable se tiendra le 22 avril. Et puis, le CEFI, au plus près des demandeurs d'emploi. Une nouvelle antenne a été inaugurée à Mahina. Avec elle, la promesse d'un accès facilité aux démarches administratives et de rapprocher les services publics des citoyens. Cette nouvelle antenne est donc une aubaine pour les habitants de la côte Est, ceux qui sont à la recherche d'emploi notamment. Il serait 1400. La ministre de l'Emploi et de la Solidarité nous en dit plus au micro de Mirko Vanfou. Ça va permettre plus de facilité pour les demandeurs d'emploi. Tous ne peuvent pas forcément venir en ville, prendre le bus, ça a un coût, c'est toujours un peu plus compliqué. Plus on approche le service public des gens, plus ils vont être à même à venir faire leurs démarches. Et il en va de même pour les entreprises. Pour les entreprises de toute la zone, c'est quand même plus simple s'ils cherchent du personnel de venir à Mahina, dans leur commune, plutôt que d'aller en ville. Ça crée des embouteillages. Il faut prendre la voiture, ça prend du temps. Les stagiaires du RSMA et les équipages du Bougainville ont affronté les vétérans de l'atoll de Haut lors d'une course de pirogue amicale. 6 km à parcourir à la force des bras et dans le lagon. Et la médaille d'or revient aux marins du navire. Au-delà de l'aspect sportif, la cohésion était bel et bien le but recherché. Une activité qui a quelque peu animé le village en mal de manifestation. Gérard Ferry, un rameur de l'équipage des vétérans, mais aussi organisateur de la course, répond à Mathieu Allou. Très dur, la boulette, donc normal, c'est nous qui invitons les autres équipes. C'est quoi la boulette C'est 50 kg de plus sur la pirogue. Les vétérans avaient la pirogue la plus lourde, oui. Ouais, donc très dur. Non, bonne journée, intéressant. Combien de tours en tout vous avez fait 6 tours. 6 tours de 2 km. Vous aviez été presque à rattraper les RSMA. On les talonne. Une petite erreur au changement et on était devant. Nous restons sur l'eau, au Tuamotu toujours, mais à Ahé, où les eaux regorgent de poissons. Alors, chaque fin de journée, les enfants et adolescents se retrouvent sur le quai du village pour une partie de pêche. Là-bas, la notion de partage reste aussi importante pour cette petite communauté. Les images sont signées Marcel Bonneau. En 2022, la scène est impressionnante. Ces adolescents n'ont ni iPhone, ni tablette à la main. Dans cet atoll, la pêche en communauté prime encore. Qu'est-ce que vous allez en faire là? Partager pour la famille, manger, ouais, tout ça. Tout ça c'est pour manger, ouais.
Le cacano, un poisson de la famille des ginchards, 2 mois qu'il est en abondance dans le lagon. Alors, il est l'aliment favori des habitants. Quand ils sont petits comme ça, on les appelle les cacanos. Et du coup, comment tu vas les préparer? Ben, friture ou bien en poisson cru et plein d'autres trucs. Avec des farfados aussi, beaucoup de choses. C'est bon? Oui, oui, c'est pour ça qu'on aime venir faire la pêche. C'est pour manger, pour les enfants et c'est l'habitude. Ici, pas de bateau à moteur hors bord. La frime ou le luxe n'ont pas leur place. Ça là, c'était une planche de quoi? Planche, un windsurf d'entraînement. C'est ce que tu fais? Ben non, en fait, comme c'est cassé. Et du coup, je prends pour aller pêcher, quoi. À Ahé, le temps n'a pas d'emprise sur leur imaginaire. Ils le laissent aller au rythme de leur ingéniosité et profitent du merveilleux. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce mardi soir. 8742 électeurs ont été radiés des listes électorales depuis 1 an à cause de l'automatisation de la mise à jour des listes ainsi que de nombreux bugs informatiques. Certains ont eu une mauvaise surprise lors du premier tour du scrutin. À la une de la dépêche demain, Marine Le Pen a un vrai programme, focus donc sur le programme du Front National. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec le sergent du SWAT et ses équipes avant Mitri, un adolescent du Sénégal qui rêve de devenir footballeur. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. On se quitte sur ces images capturées à Ahé. On continue le voyage. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.